Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue. Vous êtes au Grand Talk, cette émission qui vous accueille, vous le savez, du lundi au vendredi de 19h à 20h30. Nous sommes très heureux d'être avec vous. J'introduirai cette émission en ayant une pensée vraiment très délicieuse pour deux dames. D'abord à notre tata, Conan Alla Thérèse. On ne la recevra pas aujourd'hui, simplement parce qu'elle est chez elle. Mais on pense à elle parce qu'elle nous a, évidemment, c'est d'une triste évidence, elle est chez elle, elle n'est pas chez nous. Mais c'est la tata ou la maman, pardon, de notre très chère Ami Touré, animatrice sur Live TV. Elle adore cette émission et on voulait lui faire un clin d'œil depuis Vridi, parce qu'on sait qu'ils sont nombreux à nous écouter donc depuis ce secteur, ce quartier de Port-Bouët. Une petite pensée également pour une autre femme, elle s'appelle Joséphine Kama. Joséphine Kama, au plus connue sous l'appellation de Patience Dabani. Je veux avoir une pensée pour elle. Elle nous a tellement marqué avec ses jolies chansons, avec ses mélodies super entraînantes. Elle fait partie de l'histoire de la musique africaine. Une pensée pour elle et dire simplement qu'il faut la tenir loin des affres de la politique et bien sûr nous ramener notre chère Mama dans l'arène musicale plutôt que dans l'arène politique. Bonsoir Christelle. Bonsoir André, bonsoir chez vous, j'espère que vous allez bien, bienvenue. C'est toujours un plaisir renouvelé pour nous de prendre langue avec vous ce soir André. Nos amis sont là, du moins les belles ce soir, d'une beauté sahélienne on va dire. Bonsoir Edith. Ce sont les couleurs qui te font penser peut-être, assurément, peut-être. Bonsoir Edith. Avec plaisir, bonsoir Christelle, bonsoir à toutes. Bonsoir alors à tous. bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir André. Daouda, bonsoir. Élisée Boloube, bonsoir et merci d'être là. Bonsoir Christelle, bonsoir André, bonsoir chers amis, bonsoir chers téléspectateurs. André, bonsoir à vous we need tous, to go. les We have amis. said. Merci vraiment d'être comme ça, de bonne humeur, mais les choses vont devoir s'arrêter juste après ceci, parce que quand on commence à débattre, on rentre dans une toute autre réalité. C'est le dernier résultat que l'on attendait pour boucler la boucle de ces élections, donc ces élections partielles qui ont eu lieu donc le 2 décembre dernier. L'élection du nouveau maire, ou en tout cas la reconduction du maire donc de Ferkessé-Dougou. Y avait-il un enjeu autour de cette élection, autour de ce résultat? On en parlera avec vous. Une chose est sûre, le candidat Ouattara Kaweli a été déclaré vainqueur de cette élection par la commission électorale indépendante. Tout à fait, André. Il a donc obtenu 7 492 voix, soit 50%, 50,24. Et justement, le candidat malheureux, 7 311 voix, soit 49,03. Hier, on en parlait, 9 localités avaient eu leurs résultats. Il restait Ferkessé-Dougou, c'est chose faite. Nous allons donc avoir les réactions et les analyses de nos différents amis sur ce plateau. Edith, enfin, ces données, Ferkessé-Dougou peut respirer, les résultats sont connus. Oui, surtout après l'incident que cette localité a connu, en tout cas le bureau de vote de la CEI a connu pendant l'annonce des résultats. Et donc, le plus important, on sait finalement qui est le vainqueur. Et on constate que c'était extrêmement serré entre les deux. Donc, l'indépendant Ouattara Kaweli et le candidat du RHDP, Silué Jacques. Que dire? Tout simplement que le meilleur a gagné finalement, celui qui a eu l'assentiment des populations. Et voilà, tout simplement, félicitations à lui. Félicitations à lui, vous dites, mais est-ce que finalement cette déclaration de victoire, ou du moins déclaration des résultats par la CEI, Alain Toussaint, vous semble, j'allais dire, convenir, vu que, évidemment, vous l'avez déjà dit hier, plus de 24 heures après donc, ces élections-là. Finalement, vous êtes soulagé. Oui, bien sûr, on est tous soulagés parce que cela nous évite peut-être des tensions entre les militants des deux camps. Ce que je relève ici, c'est le taux de participation, un peu plus de 52%. C'est quand même un chiffre voilà, à souligner. Et effectivement, la victoire de M. Kaweli Ouattara a été confirmée. Bon. Je pense que cela évite non seulement des tensions dans la ville, mais en plus le risque que la commune soit mise sous tutelle de l'État.
en raison de ces difficultés. Et je pense qu'il faudra tirer les leçons. Et à mon avis, Ferké était comme une sorte d'élection test en ce qui concerne même la Côte d'Ivoire de façon générale, parce que chaque élection est toujours occasion de palabres, de disputes, d'affrontements, parfois armés. Mais le juge des élections, en tout cas celui qui prononce les résultats à la CEI, a eu l'attitude qu'il convenait. Et je pense que c'est une décision qui va peser. Daouda, vous êtes en phase, êtes-vous en phase avec Alain qui dit que c'est une décision qui va peser quand on sait que la CEI locale avait été mise à feu et les populations étaient vraiment un peu dans l'expectative, l'espérance d'avoir des résultats? Oui, je pense que j'abonde un peu dans le sens d'Alain, dans la mesure où, après avoir pris des informations auprès de la CEI, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris, ils avaient des PV en leur possession, des sauvegardes. Et ils ont appelé les deux camps, c'est avec les deux partis qu'ils se sont assis. Ils ont comparé résultat par résultat, finalement, pour pouvoir donner le résultat final. Et j'estime qu'après avoir donné le résultat final, chacun était content. Et j'avoue que c'est une très bonne chose. On a évité une autre crise à Ferké quand on sait le contexte et les contours de cette élection qui cristallisait toute l'attention aujourd'hui. On va passer à autre chose. On va se préparer pour la CAN. Et ça veut dire aussi que la CEI peut faire ce genre de travail dans le cas d'élection, même à un grand niveau. Souvent, il faut prendre ses responsabilités de façon claire et nette. Élisée Boloubé, sur les enseignements aussi, est-ce que pour le parti au pouvoir, parce qu'on est dans une zone qui est censée être une zone bastion, est-ce que pour le parti au pouvoir, il y a comme un petit goût amer ils ont perdu ailleurs face à des indépendants, mais là, ça avait une saveur particulièrement, on va dire, amère. Oui, parce que quand même, Ferké, pour ceux qui ne le sauraient pas, le chef-lieu de région, la région du Tchologo, dont on connaît aisément le président du conseil régional, qui est M. Téné Birahima Ouattara, le ministre d'État, ministre de la Défense. Donc, vous convenez que c'est un peu comme un pied de nez, en fait, pour le parti au pouvoir de perdre les élections municipales dans le chef-lieu de région. C'est un peu un pied de nez. Mais je crois qu'il n'y a pas à rougir, je pense, parce que quand on regarde un peu le passé récent de cette localité, M. Kawili a vraiment une assise réelle dans cette zone-là. Quand il y avait encore l'amour parfait, on sait un peu le score qu'il avait eu en son temps. Et aujourd'hui, où il y a eu cette scission qu'on sait, on voit que le RHDP n'a pas à rougir parce que quand on compare, voilà, c'était serré, 50% à 49%, on voit que c'était vraiment très, très serré. Et je crois que c'est plutôt, pour moi, un élément d'un peu de satisfecit, mais sur lequel il faut capitaliser pour la suite. Comment? Oui, c'est-à-dire, on est parti d'une situation où M. Kawili avait une emprise totale sur la région, ou la ville, je dirais pas la région, mais la ville. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il gagne, mais de façon étriquée pratiquement. C'est-à-dire de justesse, on peut se dire quand même que le parti a fait quelques efforts, le parti au pouvoir a fait quelques efforts dans la région. Donc ces bons éléments-là, il faut capitaliser dessus pour la suite, de sorte que peut-être pour la prochaine élection, ils puissent inverser la tendance. Donc je crois qu'il y a eu quand même du boulot qui a été abattu. Maintenant, après, comme je le dis, il faut que M. Kawili et M. Siloué, qui a perdu, qui est du RHDP, unissent leurs forces, moi je pense, pour quand même ramener la quiétude totale et définitive dans le Tchologo, parce que c'est important pour la Côte d'Ivoire au regard des événements qui nous attendent. Mais justement, Alain, les derniers propos d'Élysée nous interpellent. M. Kawili et M. Siloué, donc les candidats de la ville, devraient faire union pour faire avancer le progrès dans cette ville-là. Qu'en pensez-vous? Oui, je pense que ce sont des propos très justes. C'est le défi, enfin, principal aujourd'hui que doit relever le maire élu. C'est le défi de l'union, du rassemblement. Parce qu'en définitive, qu'est-ce qui intéresse les populations? C'est le développement local. Peu importe d'ailleurs même la couleur, l'étiquette, c'est parce que les politiciens sont dans une forme de compétition où ils veulent tout emporter. On l'a vu à la une de beaucoup de journaux, la razzia, la victoire totale, etc. On est toujours dans une forme d'excès. Mais ce qui est important, c'est la paix qui forcément induit le développement et puis, comme on dit, le bonheur pour chacune des populations de ce territoire. Autre réaction de votre part, Daouda? Oui, en fait, ce que j'aimerais dire, c'est que quand Élysée parlait justement des chiffres lors de l'élection précédente du 2 septembre, je pense que
M. Kaouli était autour de 7000 voix et poussières. Ouais, 7058 Voilà. exactement, Et il était à son 49. et l'autre était autour de 6000. 6000, ouais. Donc, quand on regarde la reprise, on voit que c'était très serré. Ouais. Et tout à l'heure, vous parlez du taux de participation. Ils sont pratiquement à 50 et 49. 52. Voilà. Taux de participation. Voilà, c'est 52. Oui. Et j'avoue que, comme tu le disais, le RHP n'a pas rougir. Ça veut dire qu'aujourd'hui, malgré la situation, mais les deux se tiennent dans la région, de façon claire et nette. Alors moi, j'aimerais justement qu'on puisse s'apesantir sur le fait de cet incident malheureux qui est arrivé à la CEI. C'est vrai, dans le résultat aujourd'hui, André, mais il y a quand même la CEI qui a brûlé. Alors, le mindset des populations, ou comment est-ce qu'on arrive justement à faire une élection et à atteindre un niveau de débordement? On aurait pu avoir des pertes en vies humaines, on ne sait jamais. Élisée, réaction là-dessus? Oui, moi, c'est justement le sens de ma chute. Hein. Je crois que les deux candidats, vraiment qui s'affrontaient, qui étaient les candidats de Proust, c'est là maintenant qu'on va voir leur sens républicain, pour moi. Ça veut dire, les élections sont passées, il faut maintenant arriver à créer un environnement apaisé, un environnement de cohésion pour aller de l'avant. Mais c'est aussi un défi pour les pouvoirs publics, parce qu'on ne peut pas faire passer ça aussi par perte de profit. Il faut bien évidemment qu'on retrouve les auteurs de ces saccages-là et de cette destruction pour qu'ils répondent devant la loi. Et je pense que quel que soit le camp dans lequel les coupables seront reconnus, il faut que ce camp ait la hauteur d'esprit de comprendre aussi qu'effectivement, ça mérite d'être puni par la loi, parce que ce qui a été fait est un acte de vandalisme et condamnable par la loi. Il faudrait peut-être songer aussi à mettre, pourquoi pas, pour les prochaines élections, des caméras de surveillance dans les lieux de vote, parce que on ne veut pas présager de ce genre de répétition de ce genre d'événement, mais peut-être qu'il faudrait à un moment donné le prévoir. Non, et là, pour en revenir, c'était pas dans un lieu de vote, hein. C'était le siège. oui, exactement. pareil, que ce soit des lieux de le vote, président ou Edith, pour vous centre de la aider, CEI. le président de la CEI avait dit avant donc, cette élection que tous les fauteurs de troubles, tous ceux qui allaient créer des violences seraient donc poursuivis. Sanctionnés automatiquement. Et ce que je voudrais, la chose sur laquelle je voudrais revenir, c'est au-delà de faire campagne, il faut éduquer ses sympathisants. On va en revenir encore à la formation politique de ces sympathisants. Et il est important que chacun des partis politiques y travaille. J'aimerais 2025, justement, c'est bientôt. sur cette chute-là, vous attirez votre attention, mais voir comment on peut en débattre. Le fait qu'une chapelle politique, peu importe, s'en prenne au siège de la CEI, est-ce que ce n'est pas là le signe même de l'échec de cette éducation que vous abordez? C'est un chiffre ultime, parce que de toutes les façons, le matériel électoral, là, quand il quitte le bureau de vote, il est à peu près en 5 exemplaires. Donc comment on en arrive là, alors que je veux dire, les partis politiques sont censés savoir que ce n'est pas le siège de la CEI qui confère le résultat final. Comment est-ce possible, Edith? En fait, on ne peut même pas présager même d'une éducation. Est-ce qu'ils sont formés? Est-ce qu'ils sont véritablement sensibilisés en tant que sympathisants sur les choses à faire, à ne pas faire? Donc la responsabilité viendra d'où? Est-ce que le fait de brûler, d'incendier un centre de la CEI, un bureau local, ne va pas certainement pénaliser les deux parties finalement? Donc, à un moment donné, oui, il faut faire des campagnes de sensibilisation. Il faut faire des universités d'été avec donc ces sympathisants, parce qu'on se retrouve toujours à avoir malheureusement ce genre d'incidents qui se répètent, des violences. Malheureusement, il y a parfois des pertes en vie humaine et surtout, il y a des dégâts matériels. Alain? Bon, moi je veux un peu nuancer le propos d'Edith parce que, bon, je comprends tout l'espoir qu'elle porte sur les leaders politiques, mais je pense que très souvent, ou trop souvent, les militants politiques sont à l'image même de leurs leaders. C'est-à-dire, Alain? Parce que, écoutez, quelle idée se font-ils donc de la démocratie quand au soir d'une élection, ils vont brûler le siège de la commission qui est en charge des élections? On fait des traités, on fait des partenariats, on signe des documents pour dire non à la violence. Non à la violence, mais écoutez, pas plus tard qu'hier, on a vu un parti qui s'est renié, le PDCI, en empêchant quelqu'un qui a porté leur combat d'être candidat à une élection qui devrait être libre et ouverte à tous. Donc je veux dire, il y a les mots et il y a les actes. Donc il y a un travail important à faire, mais là ce n'est plus le ressort des partis politiques, c'est plutôt à l'État d'inculquer définitivement l'esprit civique et démocratique
en chacun des esprits des Ivoiriens. Parce que Est-ce c'est qu'il va- très est-ce- important. Est-ce qu'il va y avoir une opposition d'approche entre vous? D'un côté, on nous dit l'État, de l'autre côté, vous pourriez dire les partis politiques. Alors, qui doit faire ce travail-là? Vous feriez comme Edith? Enfin, c'est quoi votre position? Non, mais moi, je pense que... Non, je ne partage pas trop l'avis d'Alain, parce que pour moi, l'État fait déjà le travail qu'il doit faire. En faisant quoi? Mais je dis, l'État doit faire le travail qu'il doit faire déjà à travers la sensibilisation, la CEI et toutes les campagnes qui sont faites pour appeler à des élections apaisées. L'État fait déjà le travail. C'est les partis politiques qui, moi, à mon sens, ne font pas le travail. Ce qui se passe là, quand les CEI sont prises d'assaut par les militants et autres, mais c'est le discours des leaders politiques. C'est ce qui est à la base. Élisée, je vous comprends, mais on ne peut transmettre que ce qu'on a assimilé. Qu'est-ce que les partis politiques comprennent au message d'apaisement de la CEI quand eux-mêmes, très souvent, poussent les militants à la violence Donc politique? ça veut dire que la Non, mais base a justement, été faussée, alors. donc tu me Mais rejoins c'est ça. quand je dis que Oui. le problème, il est au Mais niveau c'est ce des que partis j'ai dit. politiques. Parce que quand les partis politiques eux-mêmes, à longueur de journée, Non, c'est à disent- l'État, c'est Non, à l'État quand- de les sensibiliser. mais quand C'est-à-dire non- que oui, mais le non- parti qui est à l'origine de violences des troupes politiques peut subir des sanctions. mais c'est ce que le président de la donc, CEI fait. Quand il dit tous ceux qui Non, mais il n'y a s'en pas de prendront. sanctions financières, il n'y a pas de mesures coercitives dignes de ce nom Mais qui Alain, Non, exemple. mais, la réitération. mais Alain, Élisée. vous tirez vite une conclusion. Le président de la CEI, au niveau qui est un démembrement de l'État, Oui. vous dit que tous ceux qui saccageront les unes ou qui Seront s'attaqueront poursuivis, oui. C'est une, Oui. c'est une Mais c'est une mise en garde et c'est une sensibilisation. Mais apparemment, ça Maintenant, ne suffit maintenant pas. que les partis politiques eux-mêmes, à longueur de journée, ils bassinent leurs militants par le fait même que cette CEI-là est une CEI qui est de nature conflictuelle. C'est une CEI qui va créer des problèmes. C'est une CEI qui va nous 2 envoyer minutes, la guerre. on attend Vous Alain voyez sur qu'au ça, et fur puis et à on mesure- vous donne la parole. Alain, exemple pratique. Que devrait arriver, par exemple, Mais aux deux groupes qui sont allés aux élections? Devraient-ils payer pour ce Mais qui s'est évidemment. passé? Et comment D'abord, ils payent? Et comment ils payent, Du justement? point de vue des dégâts, Oui. les partis qui sont en compétition doivent rembourser les frais induits par les dégâts provoqués par les militants. On commence à avoir un Deuxième début de chose. solution, là. Les amis, vous Deuxième allez réagir chose. là-dessus. Attendez, Deuxième les chose, deux autres vont réagir. c'est des Est-ce sanctions que les textes politiques. le prévoient, justement? Ah ben, si les textes ne prévoient pas, il faut les créer. De toute façon, en Côte d'Ivoire, on a l'habitude de créer des textes Et tout le temps. d'interpréter. Oui. Donc, on peut toujours en créer. Et, deuxième point, c'est peut-être l'inéligibilité des personnes qui seraient, enfin... Très bien, permettons voilà. aux uns de réagir. Edith, réagir, D'abord, oui. Edith. Je rejoins le point d'Alain. Oui. Oui, parler d'éducation, même des leaders, c'est très important, de sensibilisation, mais aussi de sanctions. Parce que lorsqu'on se retrouve dans le cas où une CEI locale est incendiée, que les deux parties puissent s'assurer de la réparation. Non, je vais terminer, la réparation des dommages. Et si ça se répète, s'il y a des sanctions qui sont faites à chaque fois qu'il y a des violences, nonobstant le parti qui est en question, ou bien les militants des partis en question, que chacun des partis est sanctionné à chaque fois, je pense qu'à un moment donné, ça va retomber et ça va réjaillir sur les militants qui seront sensibilisés à éviter ces André, violences. alors, revenons Non, je un vais peu- terminer, Oui, pour allons-y. terminer sur le point des Oui. allocations qui sont faites aux partis politiques. Oui. Par Ah oui. exemple, la sanction également pourrait tomber à un moment donné, peut-être sûr. au bout de 2 ans ou 3 ans de bilan et d'évaluation On vous suspend, d'élections municipales ou d'élections législatives qui sont Ouais. passées dans de bonnes conditions où il n'y a pas eu de violence. Il faudra peut-être à un moment donné commencer aussi à sanctionner au niveau des dotations. Daouda bien. a l'air Et- dubitatif. Daouda, mais bon, ouais. Daouda, je comprends. Daouda, essayons de regarder un peu le processus, André. Avant les élections, les partis politiques se rencontrent très souvent, ils font des chartes, On signe de belles on chartes. signe de Oui, très très belles très belle chartes. charte, oui. Alors, vous parlez Idéaliste. d'éducation. Si on n'avait pas déjà cette base d'éducation, on ne se rassemblerait pas pour signer la charte devant toute la presse nationale et internationale, faire de très belles photos et avancer. À quel moment on arrive justement à la scission, selon vous, Daouda? Déjà, il faut dire les choses de façon simple et claire. C'est la belle hypocrisie dans la politique. Quand la dernière fois, on parlait ici d'éthique en politique. D'élégance. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, disons les choses clairement, nos politiques n'ont pas personnellement d'éthique et ils font dans l'hypocrisie. Ça, c'est le premier point. Mais là où je ne suis pas totalement d'accord avec vous de dire que les deux parties doivent payer, c'est que prenons le cas de Ferke Sédougou. Qu'est-ce qui s'est passé? Selon la CEI, les forces de l'ordre étaient là quand les gens sont venus casser. Oui, mais ça change quoi là? Mais Qui est qui a responsable? cassé? Qui a C'est une cassé? question. L'idée pour moi, aujourd'hui, si les forces de l'ordre qui étaient censées sécuriser la CEI locale n'ont rien fait, à qui profitait le crime? Non, C'est ce oui, qu'il faut ça, c'est un chercher. autre débat. Revenons à la Mais réponse. justement, ouvrez- c'est quoi, donc moi, vous pour ouvrez un moi, débat pour moi, qui répond pas à la question pour moi, en principale. fait, s'il y a eu élection, que des gens ont cassé, forcément, ça profitait à quelqu'un. Donc, pour des questions d'égalité et de justice, tout le monde ne devrait pas Il faut payer. responsabiliser Celui les qui est à la partis. base de ces casses-là, on doit mener des enquêtes
pour les trouver, pour qu'eux, ils payent. Mais tout le monde ne doit pas payer. Daouda, au allons-y moment. doucement. Je vais vous poser une question à l'ensemble de tous par rapport à ce que vous avez dit. C'est très intéressant. Mais dans ce pays, le rôle de la police, c'est de savoir qui est à la base de quelque chose. Et pourtant, ça fait 60 ans que ce pays existe. On n'a jamais su où sont les casseurs. Donc, à un certain moment, peut-être, comme propose, c'est pour ça qu'on voulait que vous réagissiez là-dessus. Et vous dites que vous n'êtes pas d'accord. Est-ce qu'à un certain moment, il ne faut pas mettre tous les partis politiques devant leur responsabilité et dire la sanction ne serait vous pas allez payer systématique, par quand exemple. vous créez la terreur au sein de la population. Est-ce que ce n'est pas une façon pour l'État, parce que revenons au sujet, n'oubliez pas, c'est l'État qui doit enjoindre les partis politiques de bien se comporter. Est-ce que l'État ne pourrait pas prendre cette mesure-là pour dire aux partis politiques, attention, vous êtes tous fautifs et si vous ne nous entendez pas. Élysée de sur réagir. ça. Élysée va réagir rapidement sur ce point. Non, moi je pense que la solution proposée par Alain et puis Edith, c'est la solution de Samson. Moi, ce n'est pas une solution qui soit viable. Quelle est la solution de Samson? La solution de Samson, vous connaissez peut cette la prendre en anecdote deux, où les oui. deux dames qui sont venues revendiquer un bébé et Samson qui dit bon, Salomon plutôt qui dit non, après, coupons le bébé en deux et chacune ira avec une partie. Mais attendez, on est dans une république. Les pouvoirs publics ont la responsabilité de veiller à l'ordre public. Si d'aventure, il y a eu trouble à l'ordre public, mais qu'on puisse mener les investigations, retrouver les auteurs de ces troubles-là et puis les punir conformément à la loi. On ne peut pas faire endosser cette responsabilité par les deux Est-ce que vous pouvez parties. nous donner des exemples où on a pu punir quelqu'un qui a cassé à Thiès-Salé ou à Bonnier-Dougou ou je ne sais où? C'est qui? Ça s'est passé à quel moment? On a eu les coupables. Non, je vais réagir. Oui. Si tant est que vous estimez effectivement qu'il n'y a pas la possibilité ou bien qu'il n'y a pas une volonté manifeste de pouvoir sanctionner ceux qui sont les fauteurs de troubles, mais qui vous dit donc si l'État prend la décision de faire payer les sanctions aux deux partis politiques, il va le faire. Il peut être animé de cette volonté de ne pas faire payer par ces deux partis. Mais pourquoi l'État ne ferait pas payer? Pourquoi non? Parce que non, je prends sur la base d'une logique. Il y a une destruction de biens. Si vous estimez qu'on peut, par devers soi, empêcher que les investigations soient faites pour trouver les coupables. C'est pourquoi j'ai dit, même si on prend la mesure de faire payer des troubles aux différents partis qui sont coupables, quelle garantie vous avez que ceux-là qui ont pris la mesure auront la volonté, parce qu'ils n'ont pas eu la volonté de mener l'investigation, auront la volonté de faire payer ces deux partis? Vous disposez de quoi? Vous ne disposez de rien. Donc moi, je pense que ce qui est plus juste et logique vis-à-vis de la loi. Déjà, il y a des enquêtes, d'accord. Donc vous êtes le statu quo, on l'a compris. Non, le statu quo, C'est pas un statu quo. Il dit on fait des enquêtes et quand on Non mais c'est ce qu'on fait. Vous pensez qu'aujourd'hui on ne fait pas des enquêtes? Mais on fait même des casseurs, On parle des de résultats des d'enquête avec des noms, avec des coupables qui sont identifiés. Comparer une enquête avec une sanction. La sanction, elle est automatique. Le but, en fait, c'est de couper toute velléité de violence et de saccage. Et de pouvoir imposer automatiquement une sanction aux deux parties lorsqu'il y a une violence. Et en fait, c'est une proposition, c'est une idée de solution. Parce que, oui, des enquêtes peuvent être menées. On connaît les résultats des enquêtes. Même des audits, on les attend toujours, les résultats des audits. Moi, je suis d'accord avec vous, Madame Bleu. Pardon, Attendez, je suis vraiment d'accord avec vous. C'est des propositions et je les accepte. On va terminer. Techniquement, c'est que dans le cas de faire Kessé Dougou, on a un parti politique face à un indépendant qui n'a pas de parti politique. Oui, mais donc ce sera lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi vous voulez que... Pourquoi voulez-vous que quelqu'un qui n'a s'il n'a rien fait, s'il n'a pas d'appareil, il n'a pas créé des casses, pourquoi vous voulez qu'il paye à la place de quelqu'un d'autre? Mais ne généralise pas, il n'y a pas que des indépendants. C'est partout en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas que des indépendants. Celui qui est en compétition, qu'il soit indépendant ou membre d'un groupement, fera face à l'État et à la justice pour payer ce qu'il faut. Donc l'État qui est censé nous garantir la sécurité est incapable aujourd'hui de mener des enquêtes et de trouver les coupables. Daouda, excusez-moi, ne nous dites pas ça. Rapidement, allez, on va terminer sur le Je pense qu'il y a une règle qui a été établie, je ne sais pas si elle est appliquée, il faudra vérifier. Mais quand un camion vient et dévaste le trottoir, les poteaux et autres, qui paye? C'est la... Ben voilà. Donc on fait la même chose. Mais parce qu'on sait que c'est lui justement. Celui qui a Mais j'allais. on demande pas tous les usagers de la loi. Non, mais c'est pareil. Alors, merci beaucoup, messieurs. Très bien. Ce sujet est très passionnant. André, on retient que... Ce sujet est très passionnant. On retient simplement que ceux-là n'iront pas à l'Assemblée nationale puisqu'ils ne vont pas pouvoir décider. Donc vous, c'est pas sur vous qu'on va compter pour vous adopter les lois. La charte de paix qui est signée par toutes devrait justement peut-être avoir un relent de coercition. Nous signons tous, s'il y a quelque chose, on sera tous à payer. Très bien. On avance et on part à l'international. En tout cas, à la faveur de cette élection, on s'est bien rendu compte qu'il y avait des choses à régler très rapidement dans notre système électoral, dans la façon dont les choses s'appliquent. Alors, vous avez dit qu'on fait un tour à l'international, et bien évidemment, parce que c'est une décision importante d'un point de vue géopolitique qui a été donc prise par des pays donc frères.
Vous connaissez le G5 Sahel, eh bien, certains se sont retirés et ils parlent aujourd'hui de l'Alliance des États du Sahel. Alors, le Mali se retire, le Niger, le Burkina Faso, voilà, 3 pays dirigés par des transitions militaires ont donc appelé à renforcer le processus d'intégration entre eux. Donc, abandonnent le G5 Sahel parce qu'ils estiment que ça ne porte pas de fruits, il n'y a pas de résultats concrets. Messieurs, qu'en pensez-vous, Daouda? Ben bon, même si je ne voulais pas m'apaisantir sur le sujet. On vous attend à Bamako. Oui, il va falloir. Non, j'irai au bord du débat. Mais ce que je veux dire, c'est que ces 3 pays qui aujourd'hui se retirent du G5 Sahel, s'ils estiment, c'est leur bon droit de sortir d'une organisation qui, selon eux, ne donne pas de résultats. Mais de mon analyse, je pars du principe qu'aujourd'hui, quand on sait que ces pays-là sont enclins à un terrorisme exacerbé, quand ils affaiblissent aujourd'hui le G5 Sahel, où ils laissent le Tchad et la Mauritanie seuls dans ce combat, finalement, ils vont faire en sorte que les terroristes vont profiter de ces failles-là pour avoir de l'influence dans les différents pays. Maintenant, deuxième point, je m'étonne que ces 3 pays décident de se mettre ensemble quand on sait qu'eux-mêmes, en interne, ils ont du mal à lutter contre leurs propres terroristes et rebelles en interne. Comment vont-ils faire? Plus fort, ensemble, on est fort. Permettez aussi que je termine. Oui, terminez. Voilà, relance. Vous dites simplement que même si plus fort, parce que dans la faiblesse, on se met ensemble, on était dans le G5 Sahel, on n'a pas pu faire quelque chose. Qu'est-ce qui prouve qu'à 3 aujourd'hui, où nous avons des problèmes nous-mêmes personnellement à lutter contre nos terroristes, à lutter contre ceux-là? Ça, c'est et pour chuter. Très bien. Le point que j'aimerais vous souligner. Faites pas mal non plus. Le point que j'aimerais souligner, non, je n'aime pas me faire mal. Le point que j'aimerais souligner, c'est qu'aujourd'hui, pour des gouvernements dits de transition, je m'étonne que les décisions qu'ils prennent au fur et à mesure, mais on a comme l'impression que c'est des décisions pour s'installer indéfiniment dans le palais. Le confort est là, on ne veut plus bouger. Permettez aux autres de réagir là-dessus. On va commencer par Edith. Et je souris parce que tu dis, qu'est-ce qui prouve qu'ils vont y arriver? Mais laisse-les prouver. Laisse-les le démontrer. Ils ont décidé de se mettre à 3, peut-être parce qu'ils ont vu, ils ont identifié les défaillances du G5 Sahel. Je veux dire, le terrorisme dans cette zone, il n'a pas été éradiqué malgré tous les financements, toutes les actions et toutes les rencontres du G5 Sahel. Ils ont décidé d'utiliser une voie qu'on ne peut pas saluer, malheureusement, donc des putschs. Mais le but, en fait, de cette alliance, de ces 3 États, c'est d'être ensemble, d'être plus forts ensemble. On les laisse voir, en tout cas expérimenter et approcher cette voie et voir ce que ça va donner, parce que le but de cette alliance est d'arriver à une fédération. L'objectif, c'est de pouvoir rassembler, parce qu'à eux 3, ils comptabilisent près de plus de 69 millions d'habitants. C'est quand même un poids important. Et économiquement, par exemple, ils ont beaucoup... Tu me rejoins? Économiquement, par exemple, ils ont également énormément de relations avec des pays à l'extérieur. Même si leur poids économique, on est d'accord, comparé aux plus de 400 milliards de dollars de l'ensemble de la CEDEAO, et eux, leurs 50 milliards n'est pas forcément un poids qui peut faire pencher la balance si leur retrait est acté. Mais je pense qu'il faut leur laisser le bénéfice du doute, d'essayer de juguler eux-mêmes et d'éradiquer eux-mêmes les djihadistes. Alors, Élisée Bouloube, ils estiment que le G5 Sahel n'a pas produit grand-chose. Déjà, les financements qui étaient prévus sont arrivés de moitié. Le terrorisme battait son plein. Ils décident de se retirer et pourquoi pas envisager une fédération. Pensez-vous qu'ils réussiraient? Peut-être qu'il faut déjà corriger le temps du verbe choisi. Le terrorisme ne battait pas son plein, le terrorisme bat son plein. Le terrorisme continue. Le pouvoir gouverne déjà, je crois que fin novembre. Oui, tout à fait, mais ils espèrent qu'avec les actions, quand même, ça va avancer. Moi, je pense que ma lecture de cette situation, les 3 pays enfoncent une porte déjà ouverte. Vous savez qui finance le G5 Sahel? C'est l'Union européenne. Bien sûr, l'Union européenne. Justement. Et dans la configuration actuelle des choses, l'Union européenne, d'une main ou d'une autre, allait suspendre ce financement. Ça, c'est clair. Donc, s'ils n'ont pas le financement du G5 Sahel, ils financent le G5 Sahel comment? Le G5 Sahel, à part ces 3 pays, est constitué de la Mauritanie et du Tchad, mais qui sont tranquilles actuellement. Qui, en réalité, vis-à-vis du terrorisme, quand même, ont réussi à contenir. Donc, ils sont tranquilles. Donc, si aujourd'hui, des personnes sont intéressés par le G5 Sahel ou bien par l'initiative du G5 Sahel, c'est bien ces 3 pays. S'ils estiment aujourd'hui que ça ne les intéresse pas, mais bon, pour moi, ils sont en train d'enfoncer une porte qui était déjà ouverte. Parce qu'à la réalité, au regard de ce que l'Union européenne a décidé, il était sûr et certain qu'ils n'auraient pas eu le financement qu'il fallait pour pouvoir continuer. Alain Toussaint.
Réagissez aussi par rapport au point de Daouda qui dit qu'il a l'impression ces pays-là prennent des décisions pour mieux s'asseoir et s'enfoncer dans le fauteuil alors que ce sont des gouvernements de transition. En gros, moi, je souhaiterais justement vous poser la question, est-ce que quand même, c'est vrai, c'est des pouvoirs aujourd'hui qui sont des pouvoirs légaux, mais est-ce que c'est des pouvoirs qui sont légitimes à engager leur pays alors que ce n'est pas des pouvoirs qui ont été oints par l'onction populaire ou les urnes. Vous ouvrez quand même beaucoup de débats entre la légitimité et les intentions qu'on prête à ces pouvoirs-là. Mais déjà, sur le point concernant la sécurité, on peut débattre après de la légitimité. Je pense qu'en 10 années d'existence, le G5 Sahel n'a quasiment pas produit de résultats. Autrement, les terroristes auraient disparu dans ces 5 pays. Donc, ces 3 pays qui sont désormais alliés au sein d'une organisation, à la fois politique, militaire, sécuritaire, économique et autres, ont décidé de faire chemin à part. Parce que c'est une réponse aussi apportée à la France et à l'Union européenne qui leur ont fait des misères quand même en les mettant via la CEDEAO sous sanctions économiques et autres, enfin même militaires. Donc, je pense que c'était la bonne réponse à apporter. Autrement, ces 3 régimes couraient à leur perte. Maintenant, sur la légitimité, mais qui confère la légitimité? Qui confère la légalité? Ces pouvoirs, ces pouvoirs militaires sont arrivés à la suite de contextes particuliers à leur pays. Et ces militaires ont estimé que le contexte sécuritaire était de plus en plus délétère, que les terroristes montaient en puissance et que les pouvoirs civils qui étaient en place étaient incapables de lutter durablement et efficacement contre les terroristes. Ils ont quand même obtenu des résultats, mais ce n'est pas du jour au lendemain qu'on met fin à un phénomène qui perdure quand même depuis une dizaine d'années. Parce que même les grandes puissances, la France avec son armada militaire, l'Union européenne et ses financements, franchement, excusez-moi, mais l'argent que l'Europe donne à ces 3 pays, c'est aussi l'argent des Africains. Parce que quand vous exploitez l'uranium et que vous le payez quasiment à 1% de son prix aux pays producteurs, donc vous le payez. Attendez. Ça fait partie aussi de la compréhension. Je veux dire, il n'y a pas de cadeau que ces pays ont fait au Burkina, au Niger et au Mali. Voilà. Donc, ça ne fonctionne pas. Ils ont décidé eux-mêmes de lutter contre les terroristes et puis de lier alliance avec la Russie et d'autres pays. Comme vous dites un peu comme Edith, observons la situation. On va vous permettre justement en 30 secondes chacun un court tour de table et on va recevoir notre prochain invité. C'est vraiment, nous sommes au pas de course. On commence par Élisée. Déjà, Alain a posé une question, je lui donne la réponse. Qui confère la légitimité, qui confère la légalité? La légalité, c'est la loi. La légitimité, c'est le peuple. Ils n'ont aucun des deux. C'est-à-dire que ceux qui sont là aujourd'hui, ils n'ont aucun... C'est votre opinion. Non, ce n'est pas une question d'opinion, ils n'ont pas été élus. Mais attends, Alain, on est dans des principes démocratiques. Vous ne pouvez pas réécrire la démocratie, Alain. Mais non, personne ne réécrit. Non, on a des principes de fonctionnement. La légalité est donnée par des tests. Et au cadre de qui l'a élu, mais qui vous a dit qu'au Tchad, il a législé la légalité? Non, qui mais vous a je dit vous pose ça? la question. Non, mais moi, je vous ai jamais dit ça. Vous aimez le petit débit parce que voilà, ça vous... Mais qui est vous qui aimez? Moi, je ne vous ai jamais dit que je cautionnais ce qui se passe au Tchad. Au Tchad, il n'y a ni la légalité, ni la légitimité. Pareil comme les autres pays, ils n'ont ni les deux. Donc, ils n'ont ni la légitimité, ni la légalité. Ce sont les peuples qui se déterminent. Partagez-vous la parole. Tant que les Maliens, ni les Nigériens les Burkinabés n'ont pas dit non à ces 3 pouvoirs, il faut les laisser mener la barque de leur pays. Très bien, allez-y. On termine dessus. 10 secondes. Oui ou non, comment? Les populations disent oui ou non par les Mais Élisée, vous avez vu les populations disent non ou oui, comment? Les populations disent par les tests et les lois. Les tests et les lois sont abrogés par ces régimes. Donc, la légalité et la légitimité se posent sur quoi? On vous a compris, Élisée. Il y a des principes de gouvernance et de démocratie. Allons-y, 30 secondes, on vous a compris. En 30 secondes, rapidement, j'entends parler des liesses populaires, mais la liesse populaire, c'est ce qu'on vous montre. Et ceux qui n'arrivent pas à se plaindre, et ceux qui n'arrivent pas à sortir pour dire que cette gente-là doit quitter le pouvoir. Cette gente-là. Cette gente. Pour ne pas dire ces gente-là, parce que je préfère dire cette gente-là. Parce qu'ils sont en train de s'associer dans un groupe. Vous perdez vos secondes. Aujourd'hui, je tiens à dire aux uns ou aux autres, il est important pour leur sécurité et notre sécurité à nous, qu'ils transmettent le pouvoir à un pouvoir démocratique, de sorte à ce que les pays de l'Afrique de l'Ouest, la sous-région, puissent se mettre ensemble pour mettre hors d'état de nuit ces terroristes et rebelles-là. Edith, quel est votre point de vue sur la question? Moi, je dirais que l'intérêt des populations, l'intérêt et le bien-être des populations de ces 3 pays doit prédominer. Il y a eu des putschs, oui.
On parle de différence entre légalité et légitimité qui confère la légalité, oui, la loi. La légitimité, c'est certainement le peuple qui la confère. Maintenant, au-delà de ça, ils ont décidé ensemble d'essayer une solution qui, à leur sens, pourrait peut-être fonctionner. Parce qu'au regard du G5 Sahel, il n'y a pas eu malheureusement de résultats escomptés. On va observer, on va voir ce que ça va donner, tout en espérant que les populations puissent en bénéficier et que surtout, il y aura un véritable recul donc, du djihadisme dans cette zone. En fin de compte, Alain Toussaint, avec le sourire, quand vous entendez d'autres compatriotes, d'autres intellectuels avoir beaucoup plus de scepticisme, vous répondez quoi au final? Non, je pense qu'il faut faire confiance aux dirigeants africains, qu'ils soient arrivés au pouvoir par les armes, par les urnes, etc., parce que ce sont eux qui maîtrisent les réalités respectives de leur pays. Et je pense que c'est très important. Vous voulez forcer les Maliens, les Nigériens et les Burkinabés à aller aux élections, mais quand le moment viendra, quand les conditions seront réunies, j'imagine que ces pouvoirs-là organiseront des scrutins. Très bien. Écoutez, ces pouvoirs-là, il faut leur faire confiance. Est-ce que lui, il en fait? Vous allez voir, ma transition n'est pas très très belle, mais bon. C'est Jean-Marcel Tapé, il est tour opérateur, il se pose des questions. Est-ce qu'on peut faire confiance justement à ceux qui gèrent cette affaire de canne, de cocaïne, de CAF, tout ça? Et là, justement, André, on n'a pas de légitimité ni de légalité, on y va direct. Et il se pose des questions, on va essayer d'y répondre tous. Quelle contribution des tours opérateurs à un événement sportif comme la CAN? Bonsoir, monsieur Tapé, et merci d'être là. Vous êtes tour opérateur CAF FIFA. Et justement, vous êtes passé maître dans l'art des événements sportifs. Quelle est votre contribution? Déjà, est-ce que vous êtes associé Est-ce que vous avez été associé justement à tout ce qui se fait au niveau du COCAN pour justement l'arrivée de nos amis du monde entier en Côte d'Ivoire? À dire vrai, d'une façon directe, non, je n'ai pas été associé. Mais à un certain moment, la commission billetterie a eu besoin de mes compétences pour pouvoir présenter un programme. Et j'ai proposé un projet à, comment il s'appelle, Janvier, oui, qui est responsable de la billetterie. La billetterie, bien sûr. Et aujourd'hui, je me rends compte que le projet que j'ai proposé, c'est ce projet qui est en train d'être réalisé un peu par la structure qui a été choisie, Ticket Channel. Attendez. Donc tout va bien. Non, vous proposez un projet? Non, tout ne va pas bien. Attendez. Non. Il propose un projet. J'ai bien compris. Il a proposé le projet. Admettons, on ne l'a pas choisi, c'est ce qu'il nous dit, mais le projet est en train de vivre. Donc, on est content. Non, mais ce n'est pas comme ça que cela devait faire. Ah, d'accord. Donc, vous la façon dénoncez moi quoi, j'avais présenté, c'était qu'à la fin, il y a une transmission de compétences. Avant d'aller plus loin, j'aimerais comprendre, parce que ça tourne dans ma tête. D'accord. Quand vous proposez le projet, est-ce qu'on vous dit une petite nota bene? On peut le prendre et ne pas vous associer à ce projet. Est-ce que vous êtes informé de cette donne-là? Non, je n'ai pas été informé. Je n'ai pas été informé. Très bien. Dites-nous en peu de mots, et puis nos camarades vont réagir si on a un peu de temps. C'était quoi votre idée, votre projet? Mon projet, à la base, c'est tout l'ensemble. Moi, je suis un tour opérateur. Très bien. Au-delà de ça, j'ai des compétences techniques. Et si mon pays ou mes frères me demandent, je l'apporte. C'est ce que j'ai fait dans le cadre du ticketing. Et j'ai même apporté quelque chose qui n'a jamais existé à la CAF. C'est digitaliser les licences de retransmission publique. C'est mon idée. Dans les fan zones, là? Oui, dans les fan zones, c'est mon idée, mais ça a été appliqué pas comme je voulais et sans mon consentement. Voilà. Par le COCAN, bien sûr. Est-ce que vous avez signé un Non, on n'a rien signé du tout. Comme je le dis, ils ont eu besoin de moi, j'ai donné ça. Et ça ne me gêne même pas. Ce qui me fait plaisir, c'est que le projet aille au bout, comme je l'ai présenté. Alors, parce que c'est un projet à la base. Pas au bout? Où est-ce que vous trouvez que ce n'est pas totalement appliqué? Là où je trouve que ça n'a pas été totalement appliqué, c'est que j'étais demandé de venir présenter le projet billetterie devant la commission billetterie, où tous les membres étaient présents. Et quand j'ai fini la présentation, ils sont tous levés, ils ont applaudi. Et le président de la commission m'a dit qu'on devait m'écrire pour répondre à la demande que j'ai faite en tant que tour opérateur. Et cette réponse n'est jamais venue jusqu'à aujourd'hui. Et votre projet, vous le voyez réalisé, mais à moitié? Oui,
Mais en fait, ce côté ne me concerne pas. C'était juste un apport personnel. Très bien. Qui aurait pu... Parce que ce projet, en l'écrivant, je me dis que la Côte d'Ivoire va dépenser beaucoup d'argent. Et cette application, on lui rapportait au moins 200 milliards au COCAN et à la CAF, si ça avait été appliqué. Vous n'avez pas signé de NDA. Aujourd'hui, vous êtes sur le plateau. Vous estimez que ça ne vous dit absolument rien. Mais quelque part, dans votre façon de parler, on sent que vous avez le cœur meurtri. À qui la faute? Est-ce que vous ne devez pas vous en prendre qu'à vous-même? Pourquoi vous voulez que je m'apprenne à moi ou à qui que ce soit? Je m'en prends personne. En tant qu'opérateur économique, vous ne pouvez pas aller discuter avec une organisation sérieuse et sans signer quelque chose. Mais pourquoi? Je n'ai pas besoin de signer ça. Je dis ça, c'est un don. C'est un don. Sinon, je suis un homme d'affaires. Je sais comment. Quand je veux protéger mon idée, je sais comment me comporter. Mais ça, ils avaient besoin de moi. Comment on appelle, le directeur adjoint, le vice-président de la commission venait d'être nommé. Et il a vu qu'il n'y avait pas de programme. Il a demandé, mais pourquoi? Quel est le programme? Non, celui qui était là-bas, M. Gorou, c'est-à-dire M. Sakandé, a dit quel est le programme. Il n'y avait pas. Il a dit, bon, je vais vous proposer, il y a un jeune Ivoirien que je connais, qui est très compétent dans le domaine. Est-ce qu'on ne peut pas le croiser pour voir comment il peut nous aider à mettre ça en place? C'est comme ça qu'ils m'ont appelé et je n'ai même pas hésité. Donc, il n'y a aucune amertume, on est d'accord là-dessus. Mais sauf qu'aujourd'hui, vous avez quand même le droit aussi de dénoncer que ça fonctionne ou pas. Élisée. OK. Vous avez une telle expérience et elle est avérée, je suppose. Aujourd'hui, quel constat faites-vous? Votre diagnostic de l'état des lieux, est-ce qu'on est déjà dans les bonnes conditions pour pouvoir aller à la compétition? S'il y a quelque chose qui manque, c'est quoi et comment est-ce qu'on peut régler ça? Comme on le dit chez nous, nous sommes en Afrique, on ne monte pas son pays, son village avec la main gauche. Je ne vais même pas m'attarder sur ça. Aujourd'hui, nous sommes à la phase où les tours opérateurs doivent jouer leur rôle. Et moi, à ce niveau, je suis prêt. Nous avons 1 300 000 billets à mettre en vente. J'ai la capacité d'écouler ces 1 300 000 billets. C'est ce qui est la vérité, c'est ce que je peux apporter. Donc, concrètement, qu'est-ce que vous avez prévu? Vous avez fait le constat, vous avez 1 million de billets à vendre. Ils ont 1 million de billets. Ils ont 1 million de billets à vendre, mais vous, en tant que tour opérateur, qu'est-ce que concrètement vous comptez faire pour pouvoir aussi bénéficier de cette compétition qui arrive? La première chose, en tant que tour opérateur, ce que j'ai fait, c'est d'abord de faire des repérages au plus profond, ressortir tout ce qui était comme problème et comment les régler et comment permettre à plus de 1 million de personnes de venir en Côte d'Ivoire pendant cette CAN. C'est à titre privé. Hein? On a toujours fonctionné à titre privé. Je suis allé à Korgo plus de 4 reprises à mes propres frais. Je viens même d'arriver de Korgo, j'étais à Korgo hier. J'ai rencontré tous les hôteliers. Je les ai conseillés. On sait que le Korgo n'a pas assez d'hôtels. J'ai donné des conseils pour pouvoir comment on appelle, améliorer le nombre de chambres qu'il y a à Korgo. Je donne un exemple. Il y a un hôtel qui a une capacité de 80 chambres. Mais après avoir vu les chambres, je donne des conseils aujourd'hui. Ils vont avoir 150 lits dans l'hôtel. Parce que j'ai changé les mises en place, j'ai fait des propositions. Et j'ai donné des conseils. C'était gratuit, les conseils étaient gratuits? C'est gratuit parce que je suis d'abord ivoirien. Vous savez, chaque fois qu'on dira ça s'est mal passé, on est tous concernés. On n'était pas architecte de ce qui s'est passé à Ebempe. Mais on a tous pris des balles perdues dans cette affaire de flag bleu. Rapidement, on va écouter Alain. Non, je dis concrètement, je suis par exemple ressortissant d'Afrique du Sud, je vais venir à la CAN en Côte d'Ivoire. Quel est le chemin que je dois parcourir? Normalement, voici comment ça fonctionne. Le COCAN met les billets en vente. Il y a des catégories. Comme ça a été fait, on a vu là. Voilà, la première étape, c'était de mettre des billets en ligne qui seront vendus que par le canal du sponsor. Ça, il fallait avoir une carte pour pouvoir acheter. Je pense que cette semaine, ils vont ouvrir des box et vendre les billets directs. Direct où? En Côte d'Ivoire et partout en Afrique? Justement, c'est ça que le problème. J'allais en venir. Je pense que normalement, c'est comme ça devait être. Mais c'est seulement en Côte d'Ivoire que les billets sont vendus. Alors que moi, dans la proposition que je le faisais, c'était qu'on soit capable de déployer sur toute l'afrique et même l'Europe. Et j'ai ce plan, je l'ai présenté. C'est digitalisé les paiements en ligne des billets? Non, ce n'est pas les billets en ligne. Je parle des billets physiques. Et comme nous... Non, parce que, attendez, pour qu'on comprenne bien, excusez-nous au niveau de la régie, parce qu'il y a 2 étapes. Il a parlé de l'étape où on achetait les billets en ligne avec la carte, il est 26, merci beaucoup. Mais on a acheté la carte au billet, là maintenant on doit prendre la carte directement, c'est ça? Mais c'est toujours hybride.
C'est et digital et physique. Ouais, physique. 15% Et ces digital, billets-là, 45% physique. on ne peut les trouver que dans les villes, non seulement en Côte d'Ivoire, mais seulement que dans les villes hautes. Ça veut dire que celui qui est à Mans, s'il doit avoir un billet, s'il n'a pas une carte de crédit, il est obligé de prendre le bus de Mans jusqu'à Boaké pour acheter un billet. Et c'est tous ces défenses que nous, les tours opérateurs, on essaie de régler. Ce sont ces gaps-là qu'on essaie de faire. Ok. Écoutez, C'est un vrai problème. c'est un vrai sujet. Vous savez, j'ai souvent fait cette promesse ici, au point que finalement, il y a beaucoup de téléspectateurs qui ne vont pas me croire. Mais c'est un sujet sur lequel on reviendra. Et c'est pas sûr qu'on arrive pas. C'est un politicien, M. Broussard. Tu fais des promesses électoralistes. Voilà, une promesse électoraliste. Ah ben ça y est. Non, mais c'est clair qu'on va y revenir. Monsieur Tapé, c'est clair. Oui. je peux vous en faire la promesse, on reviendra sur ce sujet parce que voilà. nous-mêmes, nous avons besoin de comprendre. Parce que moi, j'ai des doutes. Je dis, mais est-ce que les tickets physiques, machin, je ne comprends rien. Il ne faut pas non plus se penser que je ne comprends pas bien et on va revenir là-dessus avec vous au cours d'une autre émission. Pas de souci. Promesse. Merci beaucoup d'être venu. On va veiller à ce que vous ayez. Je vous respecté garantis que nous, on vos a pris promesses. toutes les dispositions pour régler tout cela, pour que le trafic soit organisé dans les conditions optimales. Très bien. On a des Merci. avions, on a des bus, on a tout préparé Merci pour beaucoup, pouvoir Monsieur Tapé, Jean-Marcel rendre cette Tapé. belle... Comme André l'a dit, vous serez convoqué à nouveau, invité pour parler Invité, de cela, je pense. n'est-ce pas? Invité. En de long, en large. On Merci y va. beaucoup d'être venu. On se retrouve juste après tout à l'heure. Revenons ici, on continue aussi de débattre de l'actualité, parfois pas une actualité très très chaude, mais une actualité à venir qui est très importante. On en a parlé dans rappelez-vous, il y a quelques minutes avec notre invité en la personne donc du très cher Tapé Jean-Marcel, tour opérateur, on a parlé de la CAN. Et quand on parle de CAN, qui pointe le bout du nez, c'est le COCAN et son partenaire du moment sur un certain programme, c'est le ministère de la Jeunesse, le ministère de la Promotion de la Jeunesse, comme vous le savez, et qui intervient pleinement dans l'organisation de la CAN. Tout à fait. Et André, nous recevons justement sur ce plateau Monsieur Mamadou Touré. Vous êtes le directeur de l'Office du service civique national. Merci d'être avec nous ce soir. Je vous en prie. À côté de vous, Monsieur Oumar Sako. Bonsoir, Monsieur Sako. Bonsoir, madame. Vous êtes chef de département programme volontaire au COCAN. Et justement, André, on parlera donc de ce programme important à quelques jours, on va dire, de la CAN. Essayons de comprendre un peu, à quel niveau êtes-vous? Ou pour ceux qui nous regardent un peu de partout dans le monde, essayons de leur présenter un peu ce programme-là, d'abord. Qui prend la parole, Qui de vous, le monsieur directeur ou Monsieur Sako? Monsieur Sako. Monsieur Sako, allez-y. On va laisser la place à notre aîné. Ah bon. Programme bénévolat, peut-être qu'il va Allez-y, commencer. monsieur le directeur. donc. Très bien. Merci pour l'invitation à présenter le bénévolat. Ouais, c'est de ça qu'il s'agit. À côté des volontaires mobilisés pour la CAN, le gouvernement ivoirien a souhaité mobiliser également 20 000 jeunes, bénévoles cette fois-ci, pour accompagner l'organisation de la CAN, qui doit être une grande fête pour les jeunes de Côte d'Ivoire, pour tenir compte justement de l'année de la jeunesse qui a été décrétée par son Excellence, le président Alassane Ouattara. Donc les bénévoles seront déployés dans toutes les villes avec des stades CAN pour accompagner l'organisation de cette activité. Pour rester vraiment pas dans, enfin après on a parlé de leur traitement, tout ça, mais sur leur fonction. Un bénévole, c'est qui? Qu'est-ce qu'il fait? Et un volontaire, c'est quoi? Quelle est la différence en fait, en termes d'intervention? Ok, très bien. Il s'agit d'engagement. Déjà. Qu'on parle de volontariat ou qu'on parle de bénévolat, il s'agit d'engagement. Il s'agit de personnes qui décide de se mettre gracieusement à la disposition de sa communauté pour la conduite de missions d'intérêt général. Voilà, donc c'est ça le bénévolat et le volontariat. Maintenant, quelle est la différence entre ces deux notions? Au sens de la loi, on entend en Côte d'Ivoire par volontaire toute personne qui a entre 18 et 35 ans. Oui. Et qui décide de mettre à disposition pendant une période de 3 à 6 mois son temps, son énergie pour conduire des missions d'intérêt général dans des thématiques qui sont fixées par la loi ou bien par l'arrêté du ministre. On peut dire aujourd'hui, on va avoir un secteur qui est visé,
c'est soit la santé, soit c'est l'éducation, soit c'est l'environnement. C'est ça. Donc, comme vous le voyez, le volontariat est encadré par une convention très claire en termes de durée, mais également en termes de traitement. Ce volontaire, puisqu'il se consacre à plein temps à l'activité, il percevra une allocation forfaitaire périodique pour se prendre en charge pendant la période de sa mission. À l'inverse, le bénévole est encadré certes par une convention, mais c'est une convention assez légère, puisque cette personne-là donne de son temps en heures ou en journée. En tout cas, il n'y a pas de période clairement définie pour la conduite de sa mission. Et cette fois-ci, la personne n'est pas tenue d'avoir moins de 35 ans. Vous pouvez aller jusqu'à 70 ans, mais être considéré comme bénévole. Alors que, de par le sens de la loi, le volontariat se limite à 35 ans. Aux jeunes. Aux jeunes. Très bien. Alors, donc, revenons, très rapidement, excusez-nous, revenons maintenant au COCAN. Alors, c'est quoi le sens, justement, de l'engagement du COCAN sur ces deux programmes, ou enfin, ce programme en deux, si vous voulez? OK. Merci, André. Je pense que pour être plus concret dans la présentation des deux notions, c'est qu'il faut comprendre. Au COCAN, nous parlons de volontaires. Les volontaires seront chargés d'aider le comité d'organisation de la CAN à mener toutes ses activités. Les volontaires seront dans les stades, les fan zones, les aéroports, les terrains d'entraînement, les cités CAN et les hôtels. Donc, on peut dire que les volontaires constituent le prolongement du comité d'organisation de la CAN. Du point de vue différence, les bénévoles, eux, seront chargés d'accompagner les équipes qui n'auront pas une forte communauté ici en Côte d'Ivoire. Donc, ils vont aider à remplir les stades. C'est ça. Ils ne sont pas dans l'organisation directe de la compétition. Oui. Les volontaires sont accrédités par la Confédération africaine de football. Donc, véritablement, ce sont eux les premiers organisateurs de la compétition. Voici la différence qu'on peut avoir sur le terrain entre bénévoles et volontaires. C'est assez clair. Hein. Vous avez une réaction? Oui, nous avons appris le lancement il y a quelques mois de cela d'une campagne de recrutement des volontaires. Est-ce qu'on peut aujourd'hui avoir l'état des lieux, où nous en sommes? L'opération est-elle bouclée ou elle se poursuit? Et quelles sont les conditions éventuellement si elle se poursuit pour ceux qui voudraient être volontaires? L'opération continue, mais les inscriptions sont bouclées. On a fait en 2 semaines, je crois c'était du 18 juillet au 31. En 2 semaines, on a reçu 106 000 candidatures. Pour 10 000 volontaires. Pour 10 000 volontaires, c'est vrai. Mais parmi les 106 000, on n'ira chercher que 6 000. Parce que quand on parle de 10 000 volontaires pour l'organisation de la CAN, il faut être bien précis. Il y a 2 500 qui viennent des écoles de police et de gendarmerie. Donc ces personnes-là ne sont pas recrutées sur la toile. Il y a à peu près 1 500 qui viennent du corps médical. Donc 2 500 plus environ 1 500, il vous reste à peu près 6 000. Les personnes qui se sont inscrites en ligne, qui étaient au nombre de 106 000 candidats, nous allons récupérer que 6 000 dedans. Très bien, c'est déjà, c'est dire l'engouement que la population ivoirienne avait autour donc de oui, absolument, parce que je pense que depuis qu'on parle du programme, chaque fois qu'on fait des publications sur nos pages officielles, même quand on parle d'autre chose, les gens reviennent sur la question des inscriptions des volontaires. Et ils reviennent sur la question de l'inscription et souvent, ils reviennent beaucoup aussi sur les critères de recrutement parce que, au regard des commentaires, il y a beaucoup qui demandent mais comment se fait le choix? Je me suis inscrit, pourquoi je n'ai pas été retenu? Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez expliquer en détail comment s'est fait le choix des 6 000 donc, qui finalement ont été retenus pour intégrer, accompagner également les stadiers? On a procédé, je pense qu'on s'est donné des moyens scientifiques quand même. Ouais. Parce que comment ressortir 6 000 sur 106 000, c'était une équation assez difficile. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le formulaire d'inscription de chaque candidat générait une note. Ah. Oui. C'est la façon même de remplir. C'est-à-dire que votre manière de remplir, les réponses généraient une note sur 20. C'est ça. On a
tailler ce barème-là sur un certain nombre de réponses. On souhaite avoir des volontaires qui résident. On souhaite avoir des volontaires qui résident dans les villes hautes. Donc, on a fait en sorte que les éléments de réponse, qui disaient par exemple que le volontaire qui postulait pour aller sur San Pedro résidait à San Pedro, quand votre lieu de résidence correspond à votre lieu d'affectation demandé, ça vous générait 3 points. Parce qu'on ne va pas prendre des gens à Abidjan pour les envoyer à Korogo ou à Boaké. Mais justement, tel qu'Edith l'a dit, est-ce que vous avez justement informé les populations si on informe, on biaise les résultats. Non, au moins, ils savent que je n'ai pas été choisi parce que je n'ai pas bien noté. Ah, donc là, je comprends. Maintenant que nous avons le temps de passer sur des plateaux, on explique. Voilà, les conditions. Je n'ai pas compris votre question. Moi, j'ai cru qu'il fallait le dire avant. Interprétations. Maintenant, après, sur nos pages officielles, on en parle. Sur nos pages officielles, on en parle. Pour les personnes qui ont déclaré, par exemple, qu'elles étaient dames, ça leur générait 1 point. Ces éléments-là, on ne pouvait pas les dire plus tôt. Sinon, des gars comme Daoudo Alès s'inscrit et puis dit choisis genre féminin. Donc, ces réponses généraient une note sur 20. À Abidjan, on a eu 61 000 candidats pour à peu près 2500 places. Donc, on a relevé la note d'Abidjan autour de 14. Les personnes qui ont été présélectionnées sur Abidjan avaient au moins 14. Pour Korogo, on était à 11, San Pedro 12 et autres. C'est avec ces éléments techniques-là qu'on a pu sortir un premier filtre pour arriver à cette volumétrie sur laquelle nous sommes en train de travailler en ce moment. Il y a des match tests, on fait des tests, on fait des séances de formation et après, on va tenir compte aussi de la disponibilité des gens. Parce que là, la CAN approche, là. Est-ce que on est dans le temps? C'est dans quel timing? On est vraiment dans le temps parce qu'on a pu faire la Women's Champions League avec nos équipes. On a fait tous les matchs des éléphants à San Pedro, au stade Félix Houphouët-Boigny, au stade Alassane Ouattara, avec nos équipes. Donc, nous sommes en train de faire des tests. Les formations continuent. Elles vont même continuer pendant la compétition. Et dans les semaines à venir, on va sortir la liste définitive des volontaires qui ont été retenus. Donc, nous sommes vraiment dans le temps. OK, merci beaucoup. Ma question s'adresse à M. Touré et à M. Sako, même s'il aime bien me chahuter. C'est vrai qu'on parle de bénévolat, il n'y a pas d'argent, mais quand on sait que cette canne nous a coûté autour de 500 milliards. Il y a une énorme manne financière qui est là. Faire du volontariat ou du bénévolat pendant 1 mois avec des mesures d'accompagnement, concrètement, combien vos 20 000 bénévoles vont avoir et combien vos 10 000 volontaires vont avoir? Aujourd'hui, on a tous envie de savoir. Une question précise et une réponse précise de la part de nos 2 invités. J'aime bien cette question. La Côte d'Ivoire ne s'arrêtera pas à la CAN. Ce qui veut dire? La vie continue. Des volontaires et des bénévoles vont toujours exister. Nous n'allons pas dénaturer le volontariat et le bénévolat parce que nous avons la CAN. Non. C'est une notion et c'est un concept international. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui a inventé le bénévolat. Le bénévolat et le volontariat, j'insiste là-dessus, l'engagement, il est gracieux. Il n'y a pas de rémunération. Est-ce d'accord, M. Touré? On va l'appliquer. Laissez-moi finir sa réponse. Non, je sais, mais il va en arriver à votre réponse. Le forfait dont vous parlez sera de combien? Voilà, on va l'appliquer. Il faut qu'on mette dans notre tête, que le volontariat et le bénévolat, c'est gratuit. C'est très important. Sinon, demain, après Cannes, quand il y aura moins d'argent, on n'aura pas de bénévoles, on n'aura pas de volontaires. Justement, sur ce point-là, est-ce que vos volontaires et tous ceux-là et bénévoles ont peut-être signé une charte qui leur dit qu'ils ne devraient pas s'attendre à quelque chose, Non seulement ils vont signer, mais on les a prévenus que le volontariat et le bénévolat n'est pas accompagné d'un salaire. Cependant, on va les faire participer à une fête. Ils vont avoir à se déplacer. C'est cela. Ils vont avoir à manger. Donc, des allocations leur seront données pour prendre en charge et leur déplacement, et leur restauration, et un petit désintéressement. Un petit pécule. Appelons ça un petit pécule qu'on va leur donner. Mais il faut bien préciser que ce n'est pas un salaire. Ça, c'est très important.
Restons Voilà. chez vous, parce que Daouda, je ne sais pas si c'est sa réponse, mais reste pour revenir là-dessus, restons avec vous pour dire, est-ce qu'à travers, parce que vous avez parlé, je trouve que c'était très pédagogique, est-ce qu'à travers une telle expérience de la CAN, nous sommes en train aussi d'implémenter quelque chose pour ce qui est justement la question du civisme, avec ce volontariat et ce bénévolat autour de la CAN? Non, merci pour cette... Tout à fait. Tout à fait, parce que la Côte d'Ivoire a connu une histoire récente assez mouvementée. Et tous les observateurs nous disent que la Côte d'Ivoire a connu une crise en lien avec l'incivisme. On s'est révolté contre certaines choses, contre certaines règles, alors que dans le civisme, on respecte les règles. La civilité doit être ancrée en nous, mais parfois on ne respecte pas la civilité. Donc en 2016, le président Ouattara a décidé de faire revenir le service civique pour justement renforcer le comportement civique et citoyen du jeune. Et dans ce comportement civique et citoyen, son engagement est important. Et pour prouver l'engagement, c'est le volontariat. C'est-à-dire vouloir poser des actes gracieux. Pour ne plus que, lorsque dans la rue, quelqu'un vous rend un service, un jeune vous rend un service, oui, vieux père, bon, maintenant je t'ai aidé, là, tu me donnes combien? C'est pas très intéressant à promouvoir. Donc, nous restons dans la vision générale de l'Ivoirien qui s'engage gratuitement, qui veut rendre service, qui veut faire plaisir. Et j'aime prendre pour exemple le don de sang. C'est un acte bénévole, mais qui est important pour le système sanitaire de la Côte d'Ivoire. Mais s'il n'y avait pas de bénévoles, de donneurs de sang, et qu'on devait payer le sang, vous imaginez ce que ça fait? Si on doit aider une vieille personne à traverser la route, et qu'on attend d'être payé pour cela, ce n'est pas acceptable. Donc, vous voyez, c'est toute la notion et toute la philosophie qui est derrière le volontariat et le bénévolat. Mais cela ne veut pas dire que lorsque cette personne que vous mettez en mission a engagé des frais, que vous ne puissiez pas au moins prendre en charge les frais engagés. Alors, les frais engagés seront payés en fin de CAN, par jour? Quel est le process? Alors, nous avons, dans le cas des bénévoles en tout cas, il y a deux types de pécules qui vont être donnés aux bénévoles. Il y a le kit alimentaire, qui doit permettre aux jeunes, pendant la période de la CAN, de pouvoir se prendre en charge. Et cela, nous sommes en négociation avec les ministères en charge du budget pour autoriser un paiement par anticipation. Sinon, vous savez très bien que dans le cas de l'administration, on paye le service fait. C'est ça. Mais là, le service n'est pas encore fait, mais qu'il faut obtenir des dérogations pour que le jeune puisse accomplir sa mission. Maintenant, pour le pécule qu'on va lui donner, ce sera un pécule qui sera donné en fin de mission. En fin de mission. Parce qu'il va y avoir des observateurs sur le terrain pour s'assurer que le jeune a effectivement conduit la mission. C'est très important dans notre dispositif. Alors, M. Touré, comment vous comptez transformer ces bénévoles, ces milliers de bénévoles qui vont, pendant cette période de la CAN, donc, apporter leur temps, comment vous comptez les transformer en ambassadeurs du civisme auprès de leur communauté, de leurs amis? Parce que le point que Daouda soulevait, c'est un point aussi pertinent, parce qu'on entend 500 milliards, l'Ivoirien moyen qui a des difficultés, le jeune qui cherche du travail entend 500 milliards, il se dit qu'il voudrait bénéficier aussi de cette manne et il ne voudrait pas être utilisé gratuitement. Mais il faut comprendre le sens même du mot bénévole que vous avez expliqué. Alors comment, après la CAN, vous comptez transformer ces milliers de bénévoles qui auront accompagné donc ces joueurs et tout, comment vous comptez les transformer en ambassadeurs? Est-ce qu'il y aura un suivi après? Merci. Il y a la loi qui vient d'être prise, justement, dit que lorsque quelqu'un a posé un acte de volontariat ou de bénévolat, l'État a l'obligation de valoriser ce qui a été posé. Donc, ces jeunes gens vont recevoir des attestations de service civique qu'ils pourront utiliser comme position militaire lorsqu'ils voudront accéder un jour à des concours d'entrée. Voilà. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, les instructions de M. le ministre sont
très clair sur cette question. Tous les jeunes qui vont mener des missions de volontaires et de bénévoles seront prioritaires sur nos guichets emploi. Parce qu'on voudrait quand même qu'il y ait de la redevabilité. Si vous avez posé une action pour l'État, en contrepartie, on vous rend prioritaire sur nos dispositifs emploi. Puisque c'est ce qu'on cherche finalement. Exactement. Les jeunes veulent travailler. Exactement. Très bien. Mais qu'est-ce que tu as fait pour ta nation? Quel acte gracieux tu as posé pour démontrer, au-delà de tes diplômes et de tes qualifications, que tu es un vrai citoyen? Donc, l'instruction de M. le ministre, c'est de dire tous les jeunes qui vont poser des actes de promotion du volontariat et du bénévolat recevront une attestation de service civique. Et puis de deux, ils seront prioritaires sur nos guichets emploi et les projets que nous avons au sein de nos ministères. Très bien. Monsieur Sako, juste avant Daouda, donc aujourd'hui, on a 4000, n'oublions pas, 4000 volontaires qui sont issus, on va dire, des secteurs un peu plus formels, c'est-à-dire que vous connaissez. Aujourd'hui, quelle sera l'organisation de ces volontaires-là qui, eux, quand même, sont d'une importance, j'allais dire capitale, c'est-à-dire que les médecins, le personnel de santé, la sécurité, comment vous allez les déployer, ceux-là, vraiment ces 4000 personnes, sur l'ensemble, justement, des 6 villes hautes? Ok, André, merci pour la question, mais je souhaiterais revenir quand même sur la question de Daouda. Qu'est-ce que le bénévole ou les volontaires gagnent? Je peux parler des volontaires. Déjà, nous, on pense que participer à une Coupe d'Afrique, participer à l'organisation d'une Coupe d'Afrique, c'est déjà un gain. La première CAN a été organisée ici en 1984. Ouais. En 2024, on sera à 40 ans. 40 ans. Donc, participer à un événement aussi important, c'est plus que de l'argent. Et après, il y a quand même un kit qu'on met à leur disposition. Pendant la compétition, les volontaires sont transportés, ils ont la restauration, ils ont une assurance. Ils sont pris en charge en tout cas. Ils sont pris en charge, ils sont équipés. Ils ont des paires de chaussures, des paires de chaussettes, des sous-vêtements complets. Vraiment un kit assez consistant et on a copié sur les kits de la Coupe du Monde au Qatar. Ce sont les mêmes éléments que le comité d'organisation du COCAN a repris. Et après, comme il a dit, il y a une allocation forfaitaire et nous, ça va être payé chaque fin de semaine. Chaque fin de semaine. Voilà, chaque fin de semaine. Le montant, on ne va pas le communiquer parce que pour l'instant, on souhaiterait avoir des volontaires engagés. On n'a pas besoin de volontaires qui viennent pour avoir des fonds de commerce. Ils viennent pour avoir des fonds de commerce. Et les des gens engagés d'abord. Les volontaires internationaux, la question des volontaires internationaux, on en a à peu près une centaine. Les lettres d'invitation sont prêtes. Le président Amicha va les signer dans les jours à venir. Une correspondance à l'endroit de notre ministère des Affaires étrangères sera faite, de sorte à ce que ces volontaires internationaux qui doivent avoir des visas pour entrer en Côte d'Ivoire puissent avoir une facilité d'obtention des visas. On a une vingtaine de pays. On a l'Afrique blanche, on a l'Afrique centrale, on a l'Afrique australe et on a l'Afrique de l'Ouest. Toute l'Afrique est représentée dans le continent américain, asiatique et européen. Donc c'est vraiment pour nous la canne de l'hospitalité au sens propre du terme. Quel est le pays qui envoie le plus de... En Afrique, ici, c'est le Maroc. Le Maroc. Après, on a le Sénégal, on a le Ghana, et puis on a 2 ou 3 pays voisins. Et puis voilà, on a aussi le Cameroun. Très bien. D'accord. Moi, ma dernière question s'adresse à M. Touré, qui parlait de civisme et autres. Aujourd'hui, on parle de civisme, mais on constate sur le terrain qu'il y a beaucoup d'incivisme. Mais la plus grande forme d'incivisme qui existe, c'est ceux qui nous dirigent. Comment les jeunes peuvent être attachés au civisme quand on sait qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, le poisson pourrit par la tête? On a eu des élections à Férékésé-Dougou où des grandes personnes sont allées casser des urnes, ou bien sur la place publique, des hommes politiques disent quelque chose aujourd'hui, demain ils disent autre chose. Quelles leçons ceux qui sont devant nous, ceux qui nous dirigent, peuvent donner à ces jeunes-là pour qu'aujourd'hui ils soient des jeunes valeureux, très civiques? La question de la transmission des valeurs à travers cette question, comment vous prenez ça en compte dans l'organisation justement de l'office? Effectivement, comme vous le dites, nos jeunes se nourrissent de modèles. Ils se nourrissent de modèles. Ce que nous sommes, ils reproduisent en réalité ce que nous sommes. Les jeunes dont on parle,
ou bien même des moins jeunes dont on a parlé tout à l'heure, si vous regardez ceux qui les ont éduqués, ils ne sont pas aussi très âgés. Donc en fait, nous avons toute une génération qui a des problèmes de comportement parce que les aînés que nous sommes n'ont pas été des modèles. Maintenant, il faut corriger cela. Mais il faut bien partir à partir d'un moment donné. Nous, on considère, en tout cas, que notre mission a commencé depuis 2016, pas avant. C'est maintenant que la notion de civisme, de citoyenneté, d'engagement a commencé à être promue. D'accord? Mais ne nous trompons pas. Le changement d'une nation, c'est 25 ans, 30 ans. On ne change pas une nation en 30 jours. Nous étions au Rwanda avec notre ministre et on a vu toute la transformation qui s'est opérée au Rwanda. Mais c'est un demi-siècle. Un demi-siècle, vous dites. Un demi-siècle. Très bien. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse changer le comportement d'ici 2045. Il faut et nous ça commence par tout le aurons monde. quand même un mois à peu près, donc à partir donc, du 13 janvier, c'est bien ça, pour montrer que tout ce que nous avons pu faire avec notre jeunesse, les volontaires, les bénévoles, tout cela vont mettre en œuvre quand même un état d'esprit qu'on essaie d'inculquer depuis quelques années déjà et permettre à la Côte d'Ivoire de donner sa parole au reste du monde, sa belle parole à travers donc vos actions au niveau du COCAN et du ministère de la Jeunesse. En tout cas, merci d'être venu nous expliquer très brièvement ce qui se passe en ce moment autour de la préparation de cet événement important qu'est la CAN. Merci beaucoup, Monsieur Mamadou Touré. Je rappelle que vous êtes directeur de l'Office du service civique national et vous étiez accompagné de Monsieur Oumar Sako, chef de département programme volontaire au COCAN. André, notre émission est terminée. Ouais. Edith, merci d'être venue. Élisée, merci. Daouda, merci beaucoup. Merci. André, merci. On se retrouve demain. Merci à toi, Christelle. Voilà. À demain. On se retrouve demain pour une autre édition du Grand Talk et prenez plaisir à suivre le programme sur la FTV. Bonsoir.